Nous accueillons ce soir Christiane Terrier avec un grand plaisir. Et Christiane est historienne. Elle enseigne à l'IFM, Institut de formation des maîtres. Et Christiane a travaillé sur la colonisation au temps du gouverneur Feuillet. Dans le cadre de ce travail, puisque colonisation implique une utilisation des terres, donc elle a fait une recherche qui concerne le cantonnement et la politique indigène du gouverneur Feuillet, comme le titre de la conférence l'indique. Je vais lui laisser la parole. Merci Christiane pour l'exposé qui sera ensuite suivi d'un débat. Donc vous êtes tous invités à participer, à intervenir ou poser des questions sur ce sujet et Christiane se fera un plaisir de répondre. Voilà, merci. Exposé, si vous pouviez éteindre vos portables. Bonsoir. J'ai tenu ce soir, dans le cadre du Centre culturel de Chibaou, à évoquer en effet cet autre aspect finalement de la colonisation Feuillet. Un certain nombre d'entre vous savent par des conférences que j'ai eu le plaisir déjà de donner. J'ai travaillé, en fait, j'ai réalisé une thèse sur la colonisation de peuplements libres en Nouvelle-Calédonie. Et cette colonisation de peuplement libre s'est traduite donc par l'arrivée de nouveaux colons, qu'on appelle donc les colons feuillets. Mais l'installation de ces nouveaux colons s'est accompagnée donc d'un certain nombre de mesures foncières. Et je ne pouvais bien sûr pas traiter dans le cadre d'une thèse l'installation, si vous voulez, de ces nouveaux colons, sans évoquer aussi ce volet foncier, même s'il s'agit d'un volet douloureux. Le terme de cantonnement donc, est un terme qui pèse encore lourd sur les mémoires calédoniennes, mais je pense que les choses ont évolué et qu'il faut l'évoquer. D'autre part, il me semble, enfin je constate chaque année que lorsque j'évoque cet événement avec donc mes normaliens, en fait, c'est un événement qui est somme toute peu ou pas connu. C'est-à-dire ses modalités précises sont connues de quelques spécialistes, quelques historiens spécialistes, auxquels d'ailleurs je tiens à rendre hommage, puisque moi, mon travail ne s'est situé que dans leur continuité. Ces historiens spécialistes des questions foncières, ce fut bien sûr d'abord le professeur Alain Sossol, et puis ensuite qui a écrit donc l'héritage, et l'autre spécialiste qui avait repris son travail et qui l'a approfondi, ce fut donc Joël Dauphiné dans le cadre d'un ouvrage qui s'intitule Les spoliations foncières. Donc, bien sûr, ces travaux ont été pour moi un fondement important, mais je les ai, je dirais, un petit peu complétés quand même sur un certain nombre d'aspects que j'aurai le plaisir de vous présenter ce soir. Alors, évoquer le cantonnement, c'est évoquer aussi la politique indigène du gouverneur Feuillet, parce que la politique de cantonnement, dont je vous expliquerai les principaux éléments, qui est avant tout une politique en fait foncière, va conduire le gouverneur Feuillet, son administration, à d'une certaine façon essayer de réorganiser administrativement le monde des tribus. Ce qui fait que l'œuvre de Feuillet, dans ce domaine, c'est à la fois certes une œuvre foncière, mais nous verrons, c'est aussi toute une réorganisation, toute une restructuration du monde kanak qui s'est maintenue pratiquement jusqu'à l'abolition de l'indigénat, donc en 1945. Alors, tout d'abord, bien sûr, il faut évoquer ce gouverneur, puisque j'ai intitulé la conférence Cantonnement et politique indigène du gouverneur Feuillet. Donc, je pense que l'évocation de l'homme est indispensable. Alors, le gouverneur Feuillet, donc, nous avons là un portrait lors de son arrivée en Nouvelle-Calédonie, est un homme dont vous pouvez constater qu'il a, somme toute, vécu peu de temps, puisque, né en 1857, il meurt d'ailleurs très peu de temps, pratiquement en même temps que s'achève le cantonnement, c'est-à-dire en 1903, donc une durée de vie fort brève. Et là aussi, j'aurai l'occasion de vous donner quelques explications sur la brièveté de cette existence, toute passée d'ailleurs, au service de la colonisation ou de l'idée de la colonisation qu'il avait. Alors, lorsqu'il arrive
excusez-moi, voilà. Lorsqu'il arrive donc en Nouvelle-Calédonie, c'est donc encore un jeune fonctionnaire, et ce jeune fonctionnaire donc est connu donc par les éléments précédents de sa carrière. Et là, j'ai retrouvé, je pense que vous avez peut-être du mal à le lire, hein, mais j'ai retrouvé donc dans son dossier personnel que j'ai pu consulter donc au Centre des archives d'outre-mer à Aix, j'ai donc retrouvé, si vous voulez, cette fiche de police le concernant. Et cette fiche de police me semble particulièrement judicieuse quand elle l'évoque, hein, dans la mesure où... Excusez-moi, hein, dans la mesure justement où elle évoque son physique agréable, comment dire, qu'il est de bonne compagnie, donc il est républicain de gouvernement. Alors ça c'est très très important, ça veut dire que Feuillet est un homme qui se situe parfaitement dans la mouvance, dans l'idéologie républicaine de son époque, hein, et il se veut le fidèle metteur en œuvre, le fidèle homme, si vous voulez, de la mise en œuvre donc de cette politique de colonisation. On note, cette fiche de police, hein, le note honnête, hein, qu'il a une ambition convenable. Elle note aussi, par contre, donc qu'il a un caractère égal, mesuré, mais peut-être un peu personnel, avec une nuance d'importance. Alors, ce trait de caractère va, hélas, se renforcer en fait avec le temps et ne pas toujours faciliter ni son action, ni ses relations donc avec le reste de, je dirais, de ses partenaires donc en Nouvelle-Calédonie. Alors après cette présentation donc sommaire, hein, donc de cet homme jeune, si vous voulez, de cet homme bon qui a eu quelques démêlés dans sa carrière, donc de cet homme malgré tout qui arrive avec une santé un petit peu altérée en Nouvelle-Calédonie par donc deux incidents préalables. Le premier, c'est qu'il s'est battu en duel dans un poste précédent à la Guadeloupe. Bon, c'était assez commun, hein, donc à la fin du 19e siècle, mais Feuillet va souffrir toute sa vie de séquelles, hein, notamment il souffre, si vous voulez, d'arthrite, etc. Et cet homme qui va multiplier les tournées à cheval autour de la Nouvelle-Calédonie est en fait quelqu'un qui souffre profondément, justement, hein, lorsqu'il doit chevaucher dans l'île. Autre élément aussi qui a quand même altéré sa santé avant de venir en Nouvelle-Calédonie, il semble qu'il ait attrapé donc dans le poste précédent qu'il a occupé avant la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il a attrapé la diphtérie. Et donc, la diphtérie a aussi eu des incidences sur sa santé. Donc, la fiche de police, en fait, se situe un petit peu avant tous ces postes. Donc, c'est quand même quelqu'un, si vous voulez, qui a une santé un petit peu fragile, hein, qui peut aussi, qui s'accompagne donc d'une certaine nervosité, d'une irritabilité. Hein, et semble-t-il, celle-ci va s'accélérer, hein, bien sûr, à la fois avec les difficultés de l'entreprise qu'il va rencontrer en Nouvelle-Calédonie, mais aussi avec le fait qu'il ne ménagera pas sa peine au service de ce qu'il ressent, lui, comme étant une grande œuvre, en fait. Hein, enfin, comme étant le service de la République tel qu'il le perçoit donc en Nouvelle-Calédonie. Alors, je me suis permis, si vous voulez, ce petit montage, hein, pour évoquer donc, en fait, l'idée fondamentale du gouverneur Feuillet, qui consistait justement à promouvoir l'arrivée donc de colons libres en Nouvelle-Calédonie, colons libres qui planteraient donc du café, de là la branche de caféier que vous avez sur la partie supérieure du document. Donc il arrive avec un plan établi sur 4 idées fondamentales qui sont les suivantes: fermer le robinet d'eau sale, c'est-à-dire en fait en finir avec donc l'expérience du bagne en Nouvelle-Calédonie. Faire venir donc des colons libres, je vous l'avais déjà dit, hein, c'est-à-dire en fait, comment dire, substituer finalement aux colons malgré nous, hein, aux colons arrivés, les faire au pied, substituer donc de vrais Français, selon l'expression de l'époque. L'idée était aussi que ces gens-là devaient posséder un capital de 5 000 francs or. Hein. Ce qu'on leur explique, c'est que grâce à ce capital, ils pourront tenir le temps que leur caféerie arrive donc à plein rendement.
Et puis enfin, donc, ils cultiveront du café et une propagande intense va être faite à cette époque-là, répandant l'idée que la Nouvelle-Calédonie pourra devenir l'Eldorado du café. C'est lié à des cours extrêmement élevés du café dans ces années-là qui peuvent laisser penser, si vous voulez, qu'il s'agit d'ailleurs qu'il s'agit enfin de la culture spéculative que la Calédonie cherche depuis longtemps et qui permettra justement d'enrichir tous ces colons. Mais le problème donc de l'ensemble de ce programme, c'est que ce programme d'immigration importante, puisque Feuillet annonce dans son premier discours en 1894, lorsqu'il arrive, il annonce l'arrivée de 10 000 colons, et puis après, donc avec le temps, il y aura une certaine emphase, et on parlera même de l'arrivée de 100 000 colons. Mais les 100 000 colons, il va falloir, pardonnez-moi l'expression, les caser, les installer quelque part. Alors, en fait, c'est justement le problème de devoir installer ces colons qui va donc conduire donc au cantonnement et puis aussi donc à cette politique indigène, c'est-à-dire à l'ensemble de ces mesures spécifiques de restructuration de la société kanak dont je vous ai déjà dit un mot dans mon introduction. Alors, pour expliquer ce cantonnement, on ne peut pas non plus se contenter de tout cibler sur la personne du gouverneur Feuillet, puisque le gouverneur Feuillet donc est venu, comme tous les gouverneurs de l'époque, avec des ordres de la métropole. Et ces ordres de la métropole correspondent aux nécessités telles que les ressent à ce moment-là le ministère ou le gouvernement, les nécessités de la politique impériale. Alors, la politique impériale française, dans une fin de XIXe siècle, où s'achève le partage colonial du monde, et bien sûr aussi le partage colonial donc de l'Océanie. Alors, autre élément aussi, comme facteur extérieur qu'il ne faut pas négliger, la fermeture du bagne. Pourquoi ? Parce que la fermeture du bagne n'est pas une initiative de Feuillet. Feuillet est un fonctionnaire, et Feuillet, en fait, va appliquer ou faire appliquer cette mesure, mais l'ordre vient, si vous voulez, du gouvernement de Paris. Alors, donc, il y a à cette politique de cantonnement donc des facteurs plus larges, des facteurs extérieurs, mais il y a aussi des causes internes, et j'y reviens. Paradoxalement, le manque de terres disponibles pour pratiquer la culture du café, nous allons y revenir, puisque le café ne se cultive pas n'importe où. Bien, alors, juste quelques éléments d'explication par rapport à ce que j'ai qualifié de politique impériale. En fait, Feuillet est en relation étroite avec Eugène Étienne. Eugène Étienne, donc, qui est un personnage important de la Troisième République, de la fin du XIXe siècle. Eugène Étienne, donc, qui est député d'Oran, qui a d'abord été sous-secrétaire d'État donc aux colonies, puis chef du parti colonial. Et en fait, c'est lui qui est à l'origine de l'idée de la relance de la colonisation libre en Nouvelle-Calédonie dès 1887. C'est-à-dire, en 1887, il est le premier sous-secrétaire d'État aux colonies. Auparavant, en fait, les colonies dépendaient du ministère de la Marine. Donc, il est le premier sous-secrétaire d'État aux colonies. Et tout de suite, il impulse, si vous voulez, cette politique donc de relance de la colonisation libre. Je me demande d'ailleurs si le terme de relance n'est pas excessif, dans la mesure où, en fait, la colonisation libre avait été jusque-là, finalement, fort peu incitée au niveau de l'État. Donc, en fait, il s'agit, je dirais, presque de la lancer, et celle-ci était, somme toute, peu importante. Les premiers colons libres, en fait, sont principalement, vous le savez sûrement, soit des anglo-saxons, donc passés par l'Australie et donc venus ensuite s'installer en Nouvelle-Calédonie, ou alors des soldats démobilisés. Il y a eu quelquefois quelques mesures incitatives, mais celles-ci sont restées très limitées. Donc, Eugène Étienne, en fait, encourage, si vous voulez, cette politique. Cette politique aussi d'Eugène Étienne se situe dans un contexte plus large, si vous voulez, donc qui correspond à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire donc l'achèvement de ce partage colonial du Pacifique. Et dans le cadre de ce partage colonial du Pacifique, la fin du XIXe siècle et le tout début du XXe siècle sont marqués par la question des Nouvelles Hébrides.
Donc, je ne détaillerai pas, si vous voulez, donc les zones d'influence qui se répartissent à ce moment-là dans le Pacifique. Vous voyez principalement qui apparaissent ici en beige les zones d'influence anglaise. En bleu, nous avons les zones donc, qui sont d'influence française, c'est-à-dire soit à titre de colonie, soit à titre de protectorat. On commence à assister d'ailleurs aussi à une installation allemande dans le Pacifique. Et donc, en cette fin du XIXe siècle, un des derniers lieux donc, qui n'est pas occupé donc, par une puissance coloniale ou dont une puissance coloniale n'a pas pris possession, ce sont les Nouvelles-Hébrides. Et il y a une compétition très forte, justement, à travers la Nouvelle-Calédonie, entre donc, la Nouvelle-Calédonie, enfin les intérêts français, et puis donc les intérêts anglais représentés aux Nouvelles-Hébrides par donc, les Australiens. Et une sorte de chantage s'est établi dans le cadre des relations qui unissent le ministère des Affaires étrangères français et puis le Foreign Office anglais. Et ce chantage consiste à dire, par exemple, que si la Nouvelle-Calédonie renonce justement à la transportation, donc en fait n'est plus une colonie de bagne, peut-être que le Foreign Office verra d'un œil plus favorable la question, si vous voulez, des Nouvelles-Hébrides. Donc, il y a aussi cette dimension, c'est que quelque part, il faut en fait en finir avec le bagne, parce que le bagne coûte cher, mais le bagne aussi donne une image de marque négative, si vous voulez, dans la région. Et on a vraiment l'espoir, quand on lit les textes, quand on lit les archives de l'époque, que c'est ressenti par les autorités françaises, comme peut-être une façon de pouvoir régler au profit de la France cette question des Nouvelles-Hébrides. Bien. Alors, il nous faut maintenant donc aborder justement l'état un petit peu des aliénations foncières, c'est-à-dire en fait des terrains attribués avant donc le grand cantonnement. Alors, à quoi assiste-t-on? C'est-à-dire, depuis le début de la colonisation, bien sûr, on a un grand nombre d'espaces qui sont occupés par la colonisation pénale, à des titres différents d'ailleurs. Certains, si vous voulez, sont occupés de façon importante. C'est le cas de Bourail, de La Foix, de Point-Bout, donc grâce à l'installation, si vous voulez, d'anciens transportés. Dans d'autres lieux, il s'agit plutôt donc d'installations provisoires ou d'exploitation. Mais nous avons là donc les premiers impacts sur la côte ouest, donc de la colonisation de type pénal. Cette colonisation de type pénal, pardonnez-moi la mauvaise qualité du document, mais donc elle est liée, en fait, il s'agit d'une carte historique. Cette colonisation de type pénal se traduit, il s'agit ici donc des vallées du bassin de Bourail, elle se traduit par un parcellaire qu'on pourrait qualifier de microfondiaire, c'est-à-dire que les concessions qui sont accordées donc aux pénaux sont des concessions, si vous voulez, de petite superficie. Je vais vous en donner un exemple avec la diapositive suivante. Donc, j'ai pris là un exemple donc, de concession à Nessadiou en 1894. Vous voyez que donc, ce libéré bénéficie donc d'une superficie de 6 hectares. Donc, il s'agit donc de petites concessions. Et c'est le type de concession qu'on trouve dans les bassins, je l'ai dit, de Bourail d'abord, parce que c'est le premier à avoir été créé, de La Foix, même si avec le temps, d'ailleurs, ces concessions vont un petit peu s'agrandir, et de Point-Bout. Autre type de colonisation, si vous voulez, qui existe, c'est ce qu'on appelle la colonisation libre pionnière, c'est-à-dire, en fait, celle qui correspond justement à ces colons libres, soit d'origine anglo-saxonne, ou ce sont des militaires, ou alors ce sont des administratifs, ou même des Français à titre divers qui sont venus, en petit nombre. Dans l'ensemble, eux vont bénéficier, la plupart du temps, bénéficient de très vastes concessions, surtout qu'on se situe sur la côte ouest. On a là un exemple donc, de la région de Watom, où on peut observer la superficie des concessions, 655 hectares. Vous voyez là une concession de 816 hectares. Bon, je ne vais pas expliquer comment ces concessions ont été établies, ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir. Il s'agit simplement de rappeler un petit peu quel est le contexte foncier, si vous voulez, à l'arrivée de Feuillé. Sur ces grandes concessions, donc, on élève principalement du bétail, c'est-à-dire ces grandes concessions sont principalement consacrées
à l'élevage extensif qui trouve des débouchés importants grâce justement aux rationnaires du bagne, puisque donc en fait ces grands colons fournissent le bagne. Alors donc si on fait le bilan de tout cela, qu'est-ce que l'on voit au moment de l'arrivée de Feuillet? Au moment de l'arrivée de Feuillet, les couleurs ne sont pas très bien ressorties. On voit, si vous voulez, quand même déjà une occupation de la côte ouest qui est très avancée. Bien sûr, principalement en ce qui concerne la côte sud-ouest. Ça, c'est lié au choix de Nouméa, dont on célèbre actuellement le 150e. On voit que l'occupation européenne est encore relativement limitée, à l'extrémité nord-ouest. L'autre élément qui est intéressant à opposer, à constater, et qui se situe en opposition, c'est par contre, somme toute, l'impact relativement réduit des centres de petite colonisation libre ou pénale. Vous voyez qu'on observe quelques petits impacts sur la côte est, mais ceux-ci sont très peu nombreux. Donc, en fait, la conclusion qu'on peut tirer de cela, c'est qu'au moment de l'arrivée de Feuillet, finalement, l'implantation européenne sur la côte est est encore très très limitée. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si la colonisation, en à peu près 50 ans, c'est-à-dire de 1853, enfin un peu moins même, ça fait 40 ans, de 1841 ans, de 1853 donc jusqu'en 1894, comme si celle-ci, si vous voulez, avait suivi la logique géographique, et en fait c'était principalement consacré en fait à la côte ouest. Alors, donc, nous arrivons, après avoir fait ce rappel, nous arrivons donc plus directement, si vous voulez, au cantonnement. Alors, il nous faut aussi voir donc quelle était l'implantation des tribus Kanak, au moment de l'arrivée de Feuillet. Alors, on n'a pas vraiment de carte de 1894, mais des sources historiques, on peut noter que, en fait, de 1883 jusqu'à 1894, il y a eu dans l'ensemble peu d'évolution. Alors, la carte que je vous présente là est une carte donc faite certes par Alain Solsol dans l'héritage, mais qui est la reprise d'une carte donc de Destel. Et cette carte se situe dans le cadre d'une mission cartographique de la Nouvelle-Calédonie qui est organisée après la révolte de 1878. La révolte de 1878 avait permis de constater finalement qu'on connaissait mal la Nouvelle-Calédonie, et donc une mission cartographique a été dépêchée pour justement mieux cerner l'implantation, si vous voulez, des différents groupes mélanésiens. Alors, la carte de Destel développe très peu la côte ouest, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que, en fait, elle avait été déjà cartographiée, elle avait été déjà cartographiée, elle était quand même assez bien connue. Donc la mission va s'installer principalement, justement, en fait, au nord-ouest et puis à la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Alors, grâce à cette carte, on peut observer, justement, quelle est, si vous voulez, la zone la plus dense du point de vue du peuplement mélanésien, et ça c'était déjà le cas avant l'arrivée des Européens. Il s'agit bien sûr de la côte est, dans la mesure où celle-ci est de loin la plus favorable à l'agriculture vivrière kanak traditionnelle. Donc déjà avant l'arrivée des Européens, certes il y avait des groupes sur la côte ouest, mais ceux-ci, semble-t-il, étaient quand même beaucoup moins nombreux que sur toute cette côte au vent, qui était le milieu, je le répète, le plus favorable. Alors, c'est là, si vous voulez, où le problème va se poser, puisque, justement, pour la caféiculture, en fait, on a besoin donc de sols alluviaux, de sols de qualité. Et ces sols, on va les trouver donc principalement à l'embouchure des principales rivières de la côte est, zone où l'implantation mélanésienne est la plus importante. Alors, j'ai fait avec ce petit graphique un petit bilan des réserves telles qu'elles pouvaient exister à l'arrivée de Feuillet.
avec le comparatif suivant. Donc, vous avez ici la superficie de la Grande Terre. Hein. Alors, la superficie, vous savez, en Nouvelle-Calédonie, n'a pas toujours une très grande signification, hein, parce que ce qui a une signification beaucoup plus grande, c'est ce qu'on peut qualifier de surface agricole utile, c'est-à-dire, en fait, les superficies qui sont utilisables pour l'agriculture, puisque on sait que les sommets de la chaîne centrale, les pentes, etc., sont pas très très favorables à l'agriculture. Alors, en fait, donc, avant l'arrivée de Feuillet, il y a eu déjà un certain nombre d'opérations qu'on n'appelle pas à ce moment-là des opérations de cantonnement, parce que le terme cantonnement, nous allons voir quand est-ce qu'il apparaît, mais il y avait déjà eu, au fur et à mesure de la progression du front de colonisation sur la côte ouest, il y avait eu des limitations d'un certain nombre de réserves. J'ai préparé après quelques rappels pour expliquer cela. Alors, en fait, justement, lié à la mission d'Estelle, dont je vous parlais tout à l'heure, on a des cartes très grossières, et hélas incomplètes, avaient déjà déterminé, si vous voulez, que l'espace toléré pour les Mélanésiens représentait à peu près 320 000 hectares, c'est-à-dire, si vous voulez, par rapport à la surface agricole utile, en gros, cet espace toléré, dire que déjà, la moitié de la surface agricole utile était déjà aliénée, donc répartie entre la colonisation libre pionnière, que nous avons évoquée tout à l'heure, ou la colonisation pénale. Donc, les Mélanésiens, les tribus, le terme tribu portant... étant parfois discuté, j'y reviendrai, les groupements, pour employer donc cette expression, donc disposaient d'un espace toléré de 320 000 hectares. Qu'est-ce que ça voulait dire, espace toléré? C'est-à-dire qu'on les tolérait, mais ça ne veut pas dire que ça leur était consenti de façon définitive. Ce qui leur était consenti de façon définitive, c'était uniquement 56 000 hectares, c'est-à-dire des lieux où les délimitations précises de réserve avaient eu lieu. Là, en fait, si vous voulez, c'est des espaces qu'ils occupaient. En fait, ce sont des espaces traditionnels, dirons-nous, qu'ils occupaient, mais qui n'avaient pas été délimités. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cantonnement était une idée ancienne qui a précédé Feuillet. Donc, de là, cette répartition entre espace toléré et espace consenti. Alors, justement, cette origine des réserves, il faut le voir en 3 temps, donc que je vais essayer d'évoquer. Donc, avant l'arrivée de Feuillet, c'est un petit peu ce dont je vous ai parlé. Nous allons voir le gouverneur Feuillet, l'œuvre ou l'action, de Feuillet dans ce domaine. Feuillet pas seul, avec l'administration. Et puis ensuite, nous verrons ce qui va se passer après. Alors, je reviens un petit peu en vous expliquant justement quelles sont les premières réserves qui avaient été délimitées. Donc, 1868, en fait, la première réserve, c'est donc dans la zone de Païta, ça correspond à Saint-Laurent maintenant, et c'est assez logique, si vous voulez, puisque c'est quasiment au port de Nouméa. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Au fur et à mesure de l'avancée du front de colonisation, on détermine des réserves. Donc, Balade, donc là, je les ai mis simplement pour mémoire. 1872, c'est la délimitation de l'île des Pins. Et l'île des Pins est partagée en 2, en fait, avec une partie pour les Cougniers et une partie pour l'administration pénitentiaire. 1876, c'est les vallées de Wailou et de Canala qui connaissent une première délimitation de réserves précises. 1877, donc, dans la région de la Foix. 1879, vaste opération de délimitation, notamment consécutive donc à la révolte de 1878. 1881, Koawa, et je ne les ai pas toutes mises, donc c'est simplement pour évoquer, si vous voulez, ces premières délimitations qui se situent donc avant l'arrivée de Feuillet. Bien, alors donc avec l'arrivée du gouverneur Feuillet, donc les délimitations deviennent un leitmotiv. Alors dans un premier temps, en fait, Feuillet va tenter de négocier, c'est-à-dire qu'il va essayer d'éviter, si vous voulez, des mesures trop drastiques, dirons-nous, et il va pratiquer ce que l'on va appeler le renoncement volontaire. Alors, il va donc se rendre dans un certain lieu de Nouvelle-Calédonie, dans un certain nombre de lieux de Nouvelle-Calédonie, à Vaud d'abord, je ne l'ai pas cité ici, où il négocie, si vous voulez, avec les chefs, il obtient des renonciations volontaires. Bon, les conditions exactes de ces renonciations volontaires à l'époque coloniale, inutile de vous dire, peuvent poser problème, mais bon,
les évoquerons pas complètement, nous n'avons pas toujours les éléments. Bon, il obtient la même chose donc à Canala, hein, il négocie, si vous voulez, avec le grand chef Kake, hein, l'abandon donc d'une partie, si vous voulez, des rives de la Négropo. Et puis ensuite, il va s'attaquer donc à Ponériouin. Mais déjà à Ponériouin, ça va être un petit peu plus difficile en fait. Hein, il va falloir dépêcher un bataillon militaire qui ne va pas tirer, mais enfin à titre dissuasif. Et puis ensuite, il va s'attaquer, c'est-à-dire qu'il va essayer donc d'obtenir des renonciations volontaires dans la région de Point-Limier. Mais cette fois-ci, comment dire, les chefs ou les autorités coutumières de la région de Point-Limier vont donc opposer une résistance beaucoup plus importante, et Feuillet donc va devoir essayer d'organiser les choses à partir d'un cadre juridique. Alors ce cadre juridique va prendre le nom donc de cantonnement général des collectivités autochtones. Alors ce que nous allons voir après justement, c'est le texte. Le texte, voilà. Donc le texte du 23 novembre 1897 qui indique la procédure à suivre pour le cantonnement des indigènes. Alors, pardonnez-moi d'être un petit peu longue sur ce texte, mais c'est un texte qui est important parce que, en fait, ce texte sera toujours suivi. Enfin, disons, les principales étapes qui sont prévues dans ce texte seront suivies. Je vous dirai un petit peu au fur et à mesure si les dispositions qu'il contenait ont toujours été respectées. Alors, l'étape 1, c'est la délimitation par le service topographique. Le service topographique, donc, qui, en fait, fait une mission un petit peu non seulement de repérage, mais aussi donc la parution récente aux archives territoriales des mémoires donc du géomètre Ratzel permet de voir comment, si vous voulez, se passer donc cette délimitation du plan dans ce document. Donc Nicolas Ratzel explique les négociations qu'il a menées dans la région de Yingen avec les tribus pour en fait obtenir, alors expliquer justement, si vous voulez, les zones qu'il souhaitait qu'ils libèrent. Il a négocié d'ailleurs avec eux très souvent les indemnités. Donc c'est tout un travail pas toujours facile, il l'explique, pas toujours facile à la fois, bien sûr, parce qu'il n'est pas inutile de vous dire qu'il n'est pas accueilli à bras ouverts par les tribus. Et puis, il explique lui-même la situation difficile, les conflits moraux, la situation difficile vécue par les tribus. Alors, normalement, la règle, c'est que les réserves doivent être constituées sur la base de 3 hectares à culture par tête. Dans l'ensemble, sauf de rares exceptions, la règle des 3 hectares a été respectée. Par contre, la partie qui a souvent posé problème, c'est les 3 hectares à culture. Ou alors, tout dépend, si vous voulez, de la définition que l'on pouvait donner au terme de culture. Pourquoi ? Parce que nous allons le voir avec quelques exemples après. Les réserves, en fait, vont souvent être des réserves de fond de vallée, où les talwegs, si vous voulez, sont assez étroits et les possibilités de culture relativement limitées. L'article 4 indiquait que les endroits tabous devaient être normalement préservés. Là aussi, quand ces endroits tabous se situaient, si vous voulez, dans les basses vallées, dans les zones particulièrement riches du point de vue agricole, c'est une disposition qui, hélas, n'a pas toujours été respectée. Alors, une fois le travail de relevé topographique effectué, une commission nommée par le gouverneur et composée de l'administrateur de l'arrondissement, d'un habitant notable, d'un sous-officier de gendarmerie, venait examiner d'un petit peu plus près, si vous voulez, le plan prévu par le géomètre. Et cette commission, associait le chef de la tribu intéressée et se devait normalement de répercuter les avis, les reproches, les récriminations du chef de tribu concerné. Alors là aussi, c'est assez variable. Il y a des procès-verbaux de commission qui, me semble-t-il, sont assez fidèles, d'autres qui le sont moins. Ensuite, donc, la commission, si vous voulez, donc cette commission, en fait, allait visiter de manière importante le terrain, et c'est elle, en fait, qui,
apporter les modifications éventuellement au plan dressé par le service topographique. Donc le service topographique devait parfois d'ailleurs revenir, si vous voulez, pour achever son plan. Oh, problème. Voilà, ouf. J'ai de vous dire que j'ai eu un petit moment d'angoisse. Bon, alors, donc, ensuite, comment dire, cette commission fixait les délais à consentir donc pour les indigènes, pour le transfert. Oui, alors peut-être qu'avec ça, ça ira mieux. Alors, bon. Alors ensuite, cette commission, si vous voulez, formulait des propositions en ce qui concerne les indemnités, hein, puisque des indemnités étaient donc prévues. Et le montant de ces indemnités, donc, devait être plus ou moins élevé suivant la nature des terrains, hein, c'est-à-dire si c'était des terrains cultivés, etc. C'est donc ce qui est expliqué dans toute la partie qui est là. Bon, ensuite, donc, le procès-verbal était donc communiqué au conseil privé, hein, et donc approuvé par le conseil privé. Alors, donc là, c'est le texte. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, si vous voulez, c'est un exemple d'arrêté de création de réserve. Donc, j'ai pris un Akétis, ça pourrait être un autre endroit. Hein. Alors, donc, comment se présenter ces arrêtés? L'article 1er comporte toujours, donc, ce que l'on voit, on les a entourés ici, comporte les superficies qui devaient être récupérées par la colonisation. La superficie, si vous voulez, de là ou des nouvelles réserves, parce qu'il arrive souvent, en fait, qu'on assiste à un morcellement, en fait, hein, donc des nouveaux espaces consentis aux populations kanak. Hein. Et puis ensuite, voyez, donc vous avez tout ça d'ailleurs, mais bon, hein, l'article 1er précise toujours d'une manière très explicite les limites donc des réserves, hein, avec donc des repères topographiques. Bien, alors, excusez-moi, voilà. Hein, donc, l'article 2 comporte les superficies non affectées. Hein, en fait, ça, c'est quelque chose que l'on retrouve à chaque fois. C'est les espaces qui pourraient être d'utilité commune, hein, qui, en fait, échappent normalement à la réserve. L'article 3 indique, c'est ce que l'on voit ici, les délais accordés pour les transferts. Et l'article 4 prévoit les indemnités compensatoires. Hein, donc, vous voyez, là, par exemple, 1 500 francs pour l'ensemble des espaces donc transférés. Alors, donc, voyons un petit peu maintenant, si vous voulez, par période, ce qu'ont donné ces opérations de cantonnement. De 1896 à 1899, elles sont somme toute encore peu nombreuses. Hein. Vous voyez qu'il y en a eu au total une trentaine, hein, qui correspondent donc aux points qui apparaissent sur cette carte. Hein. Et donc, en fait, il y a eu au total 22 arrêtés. Donc, en fait, pour la période de 1898 à 1899. C'est-à-dire que plus on se rapproche de 1900, plus la dynamique de cantonnement s'accélère. Et pourquoi la dynamique de cantonnement s'accélère? Parce que, au fur et à mesure, les colons donc prévus arrivent, et ceux-ci donc arrivent ici à Nouméa, ils prennent le tour de côte, et il faut ensuite les installer, si vous voulez, dans les terres qu'on leur a promis donc en France. Donc il faut faire vite, si vous voulez, pour donc installer ces colons. Alors maintenant, nous allons voir d'un petit peu plus près comment se présente donc le morcellement, si vous voulez, d'un espace concerné justement par le cantonnement. Alors là, il s'agit d'une carte que j'ai reprise et que j'ai fait donc comment dire valoriser pour qu'on voit un petit peu mieux les choses. Sur cette carte, qu'est-ce qu'on observe? On observe donc en grisé des espaces de réserve et on observe en bleu un petit peu clair là, hein, justement les lotissements de colonisation. Donc je vous rappelle un petit peu quelle fut la démarche. Hein. La démarche a été la suivante. Donc le service topographique a d'abord à la fois délimité, si vous voulez, les espaces qu'il considérait propices à la colonisation, et il a en même temps délimité les espaces qui allaient donc devenir espaces de réserve. Ensuite, donc, les choses se passent de la manière suivante. Hein. Donc, les Mélanésiens ont eu un certain délai, si vous voulez, qui est variable, hein, 6, 8 mois, hein, parfois moins, mais exceptionnellement moins quand même, mais bon, hein, c'est hélas arrivé. Hein. Et à ce moment-là, les Mélanésiens qui habitaient, si vous voulez, ces basses vallées, hein, donc sont invités à rejoindre pas ici parce que c'est une propriété européenne, sont invités à rejoindre les réserves. Et ils y vont en fonction de leurs liens familiaux ou des lieux où on veut
bien les accueillir. Et puis, ensuite, arrivent les colons. Donc, les colons, un jour, le tour de côte mouille là, en face d'Ina, ou en face de Thiéty. Une baleinière se dégage, si vous voulez, du littoral. La baleinière récupère leurs affaires. Et puis, comme le moyen de communication principal dans ces années-là, eh ben, justement, ce sont ces petites rivières côtières. Donc, avec leurs affaires, eh bien, on les amène jusqu'à la concession, si vous voulez, qui leur a été attribuée. Et là, l'aventure commence, et surtout pour beaucoup d'entre eux, la déception, puisque, en fait, ils réalisent rapidement l'ampleur de ce qu'ils ont à faire, si vous voulez, pour mettre en valeur ces fameuses concessions. Donc, je continue. Alors, toujours pour illustrer ce type de réserve, donc je vais peut-être revenir en arrière, voilà. Donc, en fait, la carte suivante correspond ici à la réserve. Donc là, j'ai gardé le terme de l'époque, c'est Napoémien, mais c'est la réserve de Napoémien maintenant. Donc, en fait, vous en avez ici une carte qui est assez typique, qui est intéressant parce qu'on voit bien ce profil de réserve de fond de vallée, avec donc, somme toute, une vallée, si vous voulez, quand même assez étroite. C'est ce que traduisent donc les lignes ici, qui sont des courbes de niveau qui montrent bien le type de topographie de ces réserves de fond de vallée. Bien. Donc nous avons vu là le cantonnement somme toute encore modeste des années donc 1896-1899, et en fait le cantonnement qui va être le plus important, c'est celui donc organisé à partir donc de l'arrêté ou instauré par l'arrêté du 26 janvier 1900. Par cet arrêté, 58 espaces géographiques sont concernés, si vous voulez, et 87 réserves instituées. Alors, bon, je les ai toutes listées, je l'avais fait dans ma thèse, je ne vais pas les détailler pour vous. Donc, on voit au demeurant, en parcourant rapidement, si vous voulez, ces espaces, et ce tableau, on voit justement soit les indemnités, on voit aussi ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que la délimitation donc, peut se traduire par la création d'une ou deux réserves, si ce n'est même parfois de 3 réserves, comme c'est le cas ici, en fait. Bien, donc, bon, là, il s'agit donc de l'ensemble donc, des réserves instaurées par cet arrêté du 26 janvier 1900. Ensuite, donc, nous passons donc aux réserves de 1901 instaurées donc de 1901 à 1903. Alors, vous pouvez observer que cette fois-ci, elles sont beaucoup moins nombreuses. Pourquoi sont-elles beaucoup moins nombreuses? Eh bien, principalement, si vous voulez, à cause de l'ampleur donc de l'arrêté précédent. Je dirais que l'essentiel, si vous voulez, des délimitations avait été fait. Donc, il ne s'agit plus que de la délimitation de quelques espaces marginaux. Ainsi, entre 1901 et 1902, moins de 300 hectares sont délimités, ce qui est, peu important. Alors, ici ajoute peut-être un autre élément, et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis la première page de ce document, c'est qu'à partir donc de 1900, une violente campagne se déclenche à la fois en Nouvelle-Calédonie et puis en France aussi contre l'ensemble donc de ces spoliations des indigènes. Et un comité se constitue à Paris, vous voyez, ce comité qui prend le nom de comité de protection et de défense des indigènes, qui rédige un mémoire et donc qui, critique, si vous voulez, cette politique de spoliation massive donc en Nouvelle-Calédonie. Alors, ça mérite quand même quelques explications, parce que des spoliations, il y en avait eu auparavant, peut-être pas d'ailleurs aussi importantes. Comment se fait-il, si vous voulez, qu'un ensemble de personnes, ouvertes, certes, sensibles à la cause des indigènes, il en a toujours existé donc pendant toute la période de l'Empire colonial, comment se fait-il, si vous voulez, que ces personnes soient aussi rapidement mises au courant? En fait, la détermination de ces personnes provient de gens qui, en Nouvelle-Calédonie, sont aussi très, très hostiles à la politique de Feuillet. Et s'ils sont très hostiles à la politique de Feuillet, c'est hélas, sauf pour quelques-uns d'entre eux, ce n'est pas par compassion pour le monde kanak, mais Feuillet, ça se situe en fait
dans un contexte politique plus général. Feuillet, donc, était franc-maçon. Il était, si vous voulez, donc violemment anticlérical, et on est dans une période, justement, de très forte opposition entre les cléricaux et les anticléricaux. Et donc, en fait, c'est l'Église catholique qui, derrière ça, j'ai trouvé, si vous voulez, des correspondances qui montrent, enfin, de l'Église, qui, derrière cela, je pense, bon, certes, compatit au sort des indigènes, mais je le répète, bon, il y a eu d'autres délimitations auparavant et elles ne s'étaient peut-être pas autant manifestées. L'autre élément aussi, c'est que donc il s'agit quelque part de faire partir Feuillet. Et pourquoi faut-il faire partir Feuillet ? Parce que l'arrivée des colons bouleverse complètement la donne, en fait, en Nouvelle-Calédonie. Et on assiste à une coalition d'intérêts entre, d'une part, je dirais, comment dire, les grands intérêts anciens de l'île, qui notamment vivaient du bagne. Et ces grands intérêts se sentent un petit peu menacés par notamment la disparition de la main-d'œuvre donc pénale, des contrats de chair humaine. Et toute une campagne commence à se préparer à ce moment-là pour essayer de faire partir Feuillet avec l'idée donc d'obtenir, grâce au départ de Feuillet, la restauration, si vous voulez, du bagne, enfin du bagne, la restauration de l'arrivée de convois transportés en Nouvelle-Calédonie, puisque le dernier convoi était arrivé en 1897. En fait, ces gens-là vont faire une grosse erreur, c'est-à-dire que, certes, ils vont obtenir le départ de Feuillet, mais donc le gouvernement français, qui de toute façon considérait le bagne comme trop onéreux, ne le rétablira pas. Donc il y a toute une cabale, si vous voulez, qui est menée, certes pour certains membres de cette cabale pour des raisons humanitaires, mais d'autres, en fait, poursuivent des intérêts matériels précis, et ces intérêts matériels précis, c'est qu'on en revienne au vieux mode de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, dans l'économie reposée donc sur le monde pénal. Bien, alors justement, donc j'ai là listé donc les opérations de réserve de 1901 à 1903, et j'ai mis en valeur le fait aussi que là on commence à assister à une dynamique un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on observe à quelques agrandissements de réserve pour toutes sortes de raisons, et notamment en termes d'affectation de lieux de pêche, puisque bon, certaines tribus manifestent le fait qu'elles n'ont plus accès au bord de mer et que c'était pour eux, pour elles, un élément essentiel. Donc on commence à... Enfin, on assiste dans ces années-là. Feuillet aussi le fait des fois par bonne politique, c'est-à-dire que justement, comme il est très critiqué sur sa politique, il va pouvoir faire se prévaloir auprès donc du ministère des Colonies à Paris que désormais il a aussi donc fait procéder à quelques agrandissements de réserve. Alors, donc qu'en est-il donc à Feuillet donc finalement va partir en 1902. Pourquoi il part en 1902 ? En 1902, donc, un inspecteur de France est dépêché, qui s'appelle l'inspecteur Méret. Il épluche absolument tout. Cette inspection se traduit par une condamnation très dure de l'œuvre de Feuillet, pas d'ailleurs sur le plan, si vous voulez, donc des spoliations foncières, mais sur le plan de sa gestion administrative. Il est vrai que Feuillet a pris beaucoup de liberté, notamment avec la gestion financière, tellement il était attaché, si vous voulez, à son œuvre de colonisation. Donc, cette mission est extrêmement sévère, et Feuillet, donc, est rappelé en France, et j'aurai l'occasion de vous l'évoquer. Ce rappel en France se traduit en fait par une mise à l'écart rapide, et en fait il va mourir en septembre 1903, et il semble qu'il meure à la fois de ses problèmes de santé, mais aussi, on ne peut pas l'écarter complètement, de déception ou d'un regret profond, si vous voulez, de l'œuvre abandonnée qu'il n'a pas pu mener à son terme. Alors, en revenant donc à la situation donc, des terres kanaks, en fait, quand le cantonnement s'achève en 1903, l'espace donc consenti aux Kanaks est à peu près identique à celui-ci. Vous voyez, celui-ci
donc, correspond donc, à l'espace foncier mélanésien donc, en 1983. Hein. En fait, 80%, si vous voulez, des réserves hein, sont déjà délimitées avec les limites qu'elles vont conserver jusqu'aux réformes foncières récentes qui vont commencer avec le plan d'Ijoux à partir de 1978. Alors, on peut observer un contraste qui est assez intéressant, si vous voulez. Hein. Le nombre, somme toute faible, de réserves de la côte ouest, avec une position principalement de Piémont, de chaîne centrale. Hein. Par contre, si vous voulez, leur nombre, malgré tout, plus important sur la côte est. Et puis, on peut observer, par contre, hein, si vous voulez, le fait que les îles Loyauté, nous allons le voir, grâce à une disposition particulière, elles vont rester réserve intégrale. Alors, après donc, le bilan cartographique que j'ai fait avec le document précédent, nous voyons ici donc le bilan en termes de superficie. Hein, et ce que l'on peut voir en 1903, si vous voulez. Hein, donc, vous avez à nouveau la superficie ici de la Grande Terre qui est représentée. Vous avez ici la surface agricole utile. Hein, je vous ai dit que c'est un élément très important en Nouvelle-Calédonie. On ne parle plus d'espace toléré, puisque toutes les réserves de la Grande Terre ont été désormais strictement délimitées. Hein, et en fait, donc, on voit désormais l'espace consenti, hein, qui est donc ici indiqué de manière importante. Alors, cet espace consenti hein, correspond, vous voyez, si on le rapporte à peu près à ceci, correspond à peu près à un tiers de la superficie, de la surface agricole utile, hein, et correspond à peu près à 7 à 8% de la surface de la Grande Terre. Bien. Alors, ce cantonnement a servi à quoi? Il fallait quand même l'évoquer. Ce cantonnement a servi justement à installer, si vous voulez, ces centres dits de colonisation feuillée que vous voyez sur cette carte. Hein. Alors, en rouge, vous voyez les périmètres qui ont donné lieu à un important centre de colonisation feuillée. En rose, même si ça apparaît plus discrètement ici, hein, ceux qui ont donné lieu à un périmètre plus modeste. Et puis aussi, vous voyez donc en jaune, enfin en ocre, excusez-moi, les périmètres qui sont restés inoccupés. Parce que, justement, en fait, il n'est pas arrivé autant de colons que Feuillé l'espérait. Et donc, il y a un certain nombre d'espaces, si vous voulez, qui ont été délimités, mais qui n'ont pas donc été occupés. Alors, j'attire votre attention sur, lorsqu'on regarde cette carte, et c'est peut-être le sentiment que vous avez, de l'impact, somme toute, modeste, si vous voulez, en termes de superficie, finalement, de ces centres de colonisation feuillés. Simplement, donc, cet impact modeste en termes de superficie correspond, si vous voulez, à ces fameuses basses vallées alluviales, à ces terres d'alluvion. Hein, et bien sûr, comment dire, il s'agit là d'espaces particulièrement intéressants du point de vue agricole. C'est ce qui explique donc les problèmes fonciers ultérieurs. Hein. Bien. Alors que font donc ces colons? Eh bien, ma foi, ils s'attaquent bien sûr, donc, dans des conditions difficiles, si vous voulez, donc, aux plantations de café. Je n'en parlerai pas ce soir, puisque j'ai eu l'occasion déjà de faire des conférences publiques, si vous voulez, sur ce sujet. Hein. Le résultat, c'est que, donc, en 1903, hein, en termes d'occupation, si vous voulez, européenne, hein, on a donc la cohabitation, finalement, de trois espaces. Les espaces de la colonisation libre pionnière, où l'on pratique l'élevage extensif, les espaces de la colonisation pénale qui sont donc découpés en petites parcelles pratiquement, enfin consacrées aux cultures de haricots, à une polyculture, en fait une polyculture qui permet justement à donc ces anciens bagnards hein, de survivre, souvent d'ailleurs plus que de vivre, hein. Et puis donc autre type d'espace, hein, donc les espaces qui apparaissent ici en bleu, qui sont donc les espaces où ont été installés les nouveaux colons feuillés, donc qui sont, enfin ces colons, hein, donc qui sont arrivés. Avec le temps, donc l'espace européen va s'accroître, hein, notamment par l'occupation, si vous voulez, des anciens, des lotissements qui n'avaient pas été occupés. Hein, et en 1948, voilà à peu près donc l'aspect, si vous voulez, de cet espace européen. Alors vous pouvez observer à chaque fois, hein, donc
il reste beaucoup d'espace libre, mais que cet espace libre correspond justement à une zone non utile du point de vue agricole. Alors, il me faut donc dire un mot dans le cadre du cantonnement, il me faut donc dire un mot des îles Loyauté. En fait, aux îles Loyauté, les îles Loyauté donc, ont été épargnées par le cantonnement. Pourquoi? Eh bien parce que, compte tenu de la nature, si vous voulez, de leur sol, c'est un sol, enfin, ce sont des roches calcaires, donc des roches perméables. Vous savez, donc, il n'y a pas de cours d'eau superficielle, et donc, elles ont été ressenties à cette époque-là comme impropres à la colonisation. C'est la raison pour laquelle, par l'arrêté du 7 septembre 1897, qui a été renouvelé encore par un autre arrêté en 1899, il a été stipulé qu'il ne serait accordé aucune concession, enfin, ni concession, ni vente de terrain, ni concession de mines aux îles Loyauté. Bien, alors maintenant, il me reste à dire quelques mots. Je regarde le temps. Il me reste à dire justement quelques mots de, de l'autre volet de la politique de Feuillet, c'est-à-dire donc la politique indigène. Alors cette politique indigène, en fait, se présente à travers 5 aspects principaux. Alors ces aspects, je vais les reprendre après avec les arrêtés. Alors en fait, l'instauration des districts et des chefferies, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle les grands chefs. Et je vous expliquerai pourquoi donc l'administration de Feuillet était attachée à cela. L'organisation du service des affaires indigènes. Une autre mesure aussi qui est importante, c'est que les chefs de brigade de gendarmerie rempliront les fonctions de syndic de l'immigration. Et ça va être important plus tard parce que ça veut dire que c'est eux qui vont aussi s'occuper des engagés, et notamment donc des engagés Kanak. La création de l'impôt de capitation, et puis la création d'une école de moniteurs indigènes HPNE. En fait, l'objectif de cela était de faire le lien avec la conférence de demain soir de Madame Marie Pinault-Salles. Alors, donc, reprenons une à une, si vous voulez, les principaux volets de cette politique indigène. Donc, premier arrêté important, l'arrêté du 27 octobre 1897, qui instaure, il manque le C majuscule, qui instaure, si vous voulez, donc, des grands chefs ayant plusieurs tribus sous leur autorité. Donc, l'administration éprouve à ce moment-là le besoin de structurer de façon hiérarchique. Donc, l'administration reconnaissait déjà des chefs, en fait, mais là, on va donc restructurer complètement l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, loyauté comprise, donc en distinguant, si vous voulez, tribus à la tête desquelles vous avez des petits chefs, et donc districts à la tête desquels vous avez donc des grands chefs, en fait. Alors, je vous donne un exemple, je vais le mettre en entier pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, que comporte l'article 2 ? L'article 2, si vous voulez, fait un tour complet de toutes les chefferies de Nouvelle-Calédonie et précise à chaque fois, enfin de toutes les tribus, excusez-moi, de toutes les tribus de Nouvelle-Calédonie, donc Petit Brandi, en fait il s'agit maintenant de Petit Borandi, et donc précise, donc pour chaque tribu de Nouvelle-Calédonie, le grand chef qui est désormais, je dirais, son autorité hiérarchique ou son autorité supérieure. Et vous voyez, ainsi de suite, les tribus de la Kéti, de la Dotio, etc., sont placées sous l'autorité du grand chef Pita. Et on a comme cela pour toutes les tribus de Nouvelle-Calédonie, donc je ne l'ai pas cité en entier parce que ça aurait été un petit peu long, et ça se termine par la tribu de l'île des Pins placée sous l'autorité du grand chef Abel. Bien, alors, cette photo a surtout pour but, si vous voulez, d'expliquer justement pourquoi l'administration de cette époque éprouve le besoin de créer des grandes chefferies. En fait, donc, l'administration recherche des interlocuteurs, je dirais, privilégiés dans le cadre de ses relations avec les populations indigènes. Et donc, elle veut, si vous voulez, les utiliser en fait à titre d'intermédiaire, notamment dans le cas, nous allons le voir, de la perception de l'impôt de capitation, dont sont à la fois responsables les petits chefs, mais dont sont aussi responsables les grands chefs. Alors, toujours pour
poursuivre cette restructuration des populations kanaks, qui se révélait aussi nécessaire compte tenu de l'ampleur des perturbations entraînées par le cantonnement et le fait que beaucoup de populations kanaks sont déplacées. Donc, une décision du gouverneur organise le 9 août 1898 le service des affaires indigènes. Et ce service des affaires indigènes qui avait existé, si vous voulez, enfin, de façon moins structurée, dirons-nous. Il y avait, en fait, c'était les chefs d'arrondissement, et il y avait des textes, mais ces textes étaient dispersés. Donc là, en fait, il y a une reprise complète, une refonte et une restructuration, avec donc un certain nombre d'articles qui précisent soit les attributions du service, de la gendarmerie, les rapports du service des affaires indigènes et de la gendarmerie, le rôle justement des grands chefs indigènes et des chefs de tribus, et puis les dispositions spéciales donc aux indigènes, dispositions spéciales qui reprennent en partie ce que comporte le régime dit de l'indigénat qui a été mis en place donc depuis 1887 et que Feuillet renouvelle donc en 1897. Le régime de l'indigénat sera renouvelé tous les 10 ans, très régulièrement. Voilà. Et puis il y a aussi toute une partie qui est prévue sur l'exécution des peines, c'est-à-dire sur le non-respect des dispositions de l'indigénat. Parmi celles-ci, on trouve le non-paiement de l'impôt de capitation, etc. Enfin, il y a toute une série de dispositions qui mériteraient peut-être encore une autre conférence. Alors ensuite, autre mesure aussi qui est importante dans le cadre un petit peu du renforcement ou de la restructuration administrative qui suit le cantonnement, c'est l'arrêté du 8 décembre 1898 qui donc instaure les chefs de brigade de gendarmerie comme responsables devant s'occuper ou devant assumer les fonctions de syndic de l'immigration, c'est-à-dire s'occuper en fait des immigrants. Alors, des immigrants, c'est-à-dire des travailleurs engagés. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les engagés, ils peuvent être asiatiques, c'est-à-dire en fait javanais ou indochinois, mais ils peuvent être aussi kanaks. Il y a des engagés kanaks en fait. Et là, en fait, à travers cette mesure, on se rapproche de la concentration donc aux mains des gendarmes de l'essentiel finalement des rapports tant avec les tribus indigènes qu'avec les engagés. C'est une disposition qui prépare un petit peu cela. Autre mesure aussi importante donc de la politique indigène de Feuillet, c'est l'arrêté donc du 27 novembre 1900 qui établit l'impôt de capitation de 10 francs sur les indigènes de Nouvelle-Calédonie. Alors c'est un impôt de capitation qui était en préparation depuis longtemps, qui avait été voté en 1895 par le Conseil général. Il avait été donc envoyé pour avis donc au ministère qui avait souhaité, si vous voulez, que l'ensemble de la population de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire même les citoyens libres, le payent. Alors il y avait eu énormément de protestations, l'affaire avait un petit peu traîné, et finalement en 1900, donc celui-ci est établi sur les seuls indigènes. Et donc le paiement de l'impôt de capitation va entraîner donc d'une certaine façon ce qu'on pourrait appeler les prestations. Parce que le problème, c'est que bien sûr, il ne va pas être facile aux tribus de se procurer, si vous voulez, cet argent. Et on va donc leur offrir la possibilité de percevoir cet argent grâce à un certain nombre de travaux d'intérêt collectif. Mais ces travaux d'intérêt collectif vont être organisés d'une manière assez disciplinaire, dirons-nous, tant et si bien qu'ils vont être ressentis comme parfois un véritable servage de la part des tribus qui doivent quitter, si vous voulez, donc leur lieu de résidence pour aller travailler sur les routes ou réaliser un certain nombre de travaux d'intérêt collectif. Bien, et enfin, donc j'arrive, si vous voulez, à ce dernier arrêté, donc qui est un arrêté de 1899, parce que le paradoxe, si vous voulez, de la politique de Feuillet, certains auteurs qui ont travaillé sur Feuillet le présentent, si vous voulez, comme, pardonnez-moi l'expression, mais comme un anti-kanak virulent. Feuillet s'est toujours défendu de cela.
Feuillet, en fait, était un homme, hélas, je dirais, de son temps. Enfin, hélas, je n'ai pas de jugement de valeur à porter, si vous voulez, ce serait anachronique. C'était un homme de son temps. Hein. C'était quelqu'un qui était attaché à l'idée de la colonisation, hein, qui était attaché à l'idée aussi de la grandeur française. Hein, sa perspective, c'était justement de faire de la Nouvelle-Calédonie, si vous voulez, la France des antipodes. Hein, et toute cette politique, il l'a menée dans cette perspective. Mais il pensait aussi qu'il fallait intégrer à terme, si vous voulez, ces populations kanaks. Et donc, dans la perspective de l'intégration de ces populations kanaks, hein, il fait instaurer, donc, en 1899, une école normale de moniteurs indigènes à Chépénéé, hein, école qui fonctionnera donc jusqu'en 1909. C'est un fait qui n'est pas toujours connu, ça, hein, que la première école normale, vous savez que je suis professeur à l'IFM, donc, hein, qui est en fait l'école normale, enfin, l'ancienne école normale de la Nouvelle-Calédonie. Hein, et en fait, la première école normale est une école normale, hein, donc, qui a été créée à Chépénéé, hein, pour former ces moniteurs indigènes. Parce que je pense que Mme Pinault-Salin va nous l'évoquer demain. Hein. En fait, le gouvernement avait créé des écoles indigènes, mais ces moniteurs n'étaient pas formés. Hein. Donc l'idée, justement, c'était de former plutôt des loyalciens, considérer à cette époque-là qu'ils étaient peut-être plus susceptibles, si vous voulez, d'une intégration plus rapide. Hein. Et donc, cette école va fonctionner jusqu'en 1909, et puis elle va finalement être fermée et réouverte après la guerre, hein, dans le cadre de l'école des moniteurs indigènes de Montravel. Bien, alors nous arrivons donc aux conséquences, hein, du cantonnement et de la politique donc indigène de Feuillet. Alors, ces conséquences, on peut les percevoir, notamment donc en ce qui concerne l'évolution de la population kanak. Hein. Bon, cette population kanak était en baisse régulière. Hein. Il y a tout un débat d'ailleurs sur son importance, donc au moment de la prise de possession. Hein. D'ailleurs, pour certains, on peut même monter peut-être un petit peu plus haut. Mais ce que l'on peut observer pour la période dont que je vous ai évoquée, hein, c'est que l'on voit bien, si vous voulez, que de 1901 à 1911, cette population kanak continue à diminuer. Elle va d'ailleurs diminuer jusqu'en 1921. Hein. Et bien sûr, on ne peut qu'établir un lien de cause à effet, hein, entre ces spoliations foncières qui ont été bien sûr très durement ressenties par une population qui était déjà affectée, notamment en termes donc d'impact épidémiologique. Hein. Alors, on peut voir aussi d'ailleurs que, justement, enfin, quand on regarde de façon un petit peu plus attentive, on peut voir que cette diminution de la population kanak n'est pas le fait de la population des loyautés. Vous voyez, la population des loyautés, en fait, pendant cette période, elle diminue, mais elle diminue très légèrement, en fait. Hein. Donc, cette population, on peut la qualifier de relativement stagnante, surtout si on tient compte du fait qu'on a déjà un certain nombre de loyalciens pendant toutes ces périodes qui travaillent à Nouméa, enfin, pas à Nouméa, enfin, donc à Nouméa et même sur l'ensemble de la Grande Terre, qui sont engagés, si vous voulez, hein, selon l'expression de l'époque. Hein. Donc, en fait, on peut parler, hein, d'une relative stagnation. Par contre, ce que l'on peut observer, si vous voulez, justement, c'est la baisse de la population de la Grande Terre. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on ne peut qu'établir une relation entre grand cantonnement, finalement, enfin cantonnement, hein, et puis donc diminution de la population de la Grande Terre. Bien, et si j'ai mis ces enfants kanaks, hein, c'est que, semble-t-il, ceux-ci, notamment sur la Grande Terre, hein, sont peu nombreux, hein, toute une discussion, bon, je ne suis pas spécialiste, donc je ne l'évoquerai pas ce soir, hein, toute une discussion, des interrogations existent encore, justement, hein, sur cette baisse démographique. Vous connaissez peut-être cette anecdote, hein, qui est célèbre, hein, on aurait dit à Maurice Lénart, arrivant donc en 1902, pour donc évangéliser les populations kanaks, on lui aurait dit, mais celles-ci sont appelées à disparaître. Hein. Alors, si la population kanak, dans ces années-là,
paraît condamnée, si vous voulez, à terme. En ce qui concerne donc la population de colons, celle-ci, par contre, se traduit la plupart du temps, donc j'ai pris cette photo d'une famille de colons à Canala, se traduit certes par des conditions de vie, je pense qu'on peut le voir avec la maison derrière, qui sont souvent très sommaires et très rudimentaires, mais par contre par des familles qui sont dans l'ensemble souvent nombreuses. C'est une caractéristique de la colonisation feuillée, d'avoir été une colonisation prolifique, semble-t-il, avec des familles nombreuses. Et pourtant, lorsqu'on observe donc l'évolution de la population européenne, on peut constater un phénomène qui peut paraître étrange, compte tenu, si vous voulez, de cette natalité importante. Alors ce phénomène, c'est le suivant. Vous voyez donc, vous avez ici la courbe représentant donc la population kanak. On retrouve donc cette baisse jusqu'en 1921 dont je vous ai parlé. Mais par contre, en ce qui concerne la population européenne, on observe donc une augmentation sensible jusqu'en 1901, et vous pouvez observer qu'on assiste ensuite à une diminution de cette population, donc de 1901 à 1921, et à une quasi-stagnation de cette population jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un phénomène qui est souvent peu connu en Nouvelle-Calédonie. Alors, comment expliquer, si vous voulez, cette baisse de la population européenne dans ces années-là qu'attestent les recensements? Eh bien, il semble qu'il y ait eu une émigration européenne importante. Et pourquoi y a-t-il une émigration européenne importante? Parce que, une fois l'expérience de la colonisation feuillée achevée, une fois Feuillée, je dirais, décédée, la métropole se désintéresse complètement, complètement de la Nouvelle-Calédonie, qui paraît une colonie marginale, si vous voulez, une extrémité, une sorte de Finistère de l'Empire, en fait, alors qu'il y a des colonies plus proches et plus riches, comme l'Indochine, enfin plus proche. Non, l'Algérie est plus proche, et l'Indochine, source peut-être, si vous voulez, donc de profits plus importants. Donc la Nouvelle-Calédonie paraît oubliée. Et en fait, donc, beaucoup de jeunes Européens, soit grâce à la guerre, c'est-à-dire, en fait, ils ont été engagés donc, pendant la Première Guerre mondiale en faisant partie du bataillon mixte du Pacifique, et certains ne sont pas revenus. Mais en fait, on a un phénomène donc, d'émigration, alors qu'on évoque actuellement, si vous voulez, que la Nouvelle-Calédonie est un pays d'immigration, mais on oublie que pendant la période de l'entre-deux-guerres, la Nouvelle-Calédonie a été un pays d'émigration, un pays que l'on quittait, un pays qui ne paraissait pas attractif, je répète, un bout du monde, un Finistère de l'Empire, et les témoignages de nombreux voyageurs de l'époque l'attestent. Bien, alors je présente aussi donc un bilan, si vous voulez, justement. En fait, donc, cette colonisation feuillée, semble-t-il, s'est traduite peut-être par l'arrivée de 500 familles. Il semblerait qu'il y en a peut-être eu 525. Mais en fait, dès le départ, certaines ne se sont même jamais installées à la terre. Donc, des rapports ultérieurs de missions d'inspection, évoque en fait 307 familles qui se sont installées de façon un petit peu durable à la terre. Et en 1912, sur ces 307 familles, donc 141 sont encore présentes sur leur concession. Donc 60, si vous voulez, sont présentes dans la colonie, mais se sont installées ailleurs, reconverties. Certaines sont parties, et puis il y a des familles, alors familles décédées, ça peut paraître un peu particulier, mais en fait, donc, les membres sont décédés. Et en effet, donc, dans le cadre des travaux que j'ai pu faire à ce sujet, il y a eu, surtout au départ, à l'arrivée, beaucoup de problèmes de dysenterie, puisque les gens buvaient l'eau, si vous voulez, des rivières, qui n'est pas toujours potable, en fait, sur la côte Est. Puisque c'est celle-ci qui a été principalement concernée par la colonisation feuillée. Alors, toujours puisque nous sommes dans le bilan de cette colonisation, l'autre aspect aussi, c'est que cette politique qui visait, si vous voulez, à faire donc un bastion français qui, quelque part, aurait pu rivaliser avec les réussites australiennes et néo-zélandaises, là aussi, donc, c'est un échec relatif. Et l'autre échec relatif, c'est celui concernant les Nouvelles Hébrides, parce que malgré la fermeture du bagne, en fait, les Anglais, je dirais, poussés ou
soutenus par les Australiens, ne vont pas accepter de se retirer des Nouvelles-Hébrides. Et vous savez qu'en 1906, en fait, finalement, une solution de compromis est trouvée. Et en fait, on assiste à l'instauration d'un condominium, donc des Nouvelles-Hébrides, hein, ce que le gouvernement français aurait souhaité éviter. Voilà, hein, donc là, c'est un agrandissement, justement, pour évoquer hein, l'instauration, si vous voulez, de ce condominium, hein, donc des Nouvelles-Hébrides. Bien. Et donc, en termes de conclusion par rapport à tout cela, hein, alors bien sûr, ce cantonnement est un épisode particulièrement difficile de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Hein, et en fait, on trouve deux types d'appréciation. En 1953, hein, donc, le père Oreilly considérait justement que l'œuvre de Feuillet n'avait jamais reçu de consécration définitive. Il regrettait d'ailleurs que celui-ci, si vous voulez, n'ait pas de statue. Il a une place. Hein. Vous savez que dans la place des Cocotiers, il y a plusieurs places et il y a une place Feuillet. Hein, mais bon, il n'y a pas de statue. Il évoquait qu'il a laissé sa santé. Hein, et puis qu'en fait, il a permis l'installation de 300 familles hein, prolifiques et laborieuses qui ont formé un fonds solidaire, hein, en fait, l'honneur de la colonisation. Et il rappelait que c'était un honneur légitime dans la brousse de pouvoir se dire un colon feuillé. À cette appréciation, si vous voulez, comment dire, positive, hein, donc rendant hommage à l'œuvre du gouverneur Feuillet, hein, on peut opposer l'œuvre de Joël Dauphiné qui achève donc son ouvrage sur l'expoliation foncière, hein, en regrettant que celui-ci n'ait pas hésité à sacrifier délibérément les premiers occupants du pays, et toujours selon Joël Dauphiné pour un fiasco, hein, à la fois d'ailleurs personnel, et puis aussi pour les familles européennes, hein, qui, attirées par la propagande, ont cru entreprendre une vie nouvelle, et dont beaucoup ont été cruellement déçus. Hein, et bien sûr pour les Kanaks, hein, qui ont été les victimes, dit-il, de ces mirifiques projets avortés. Alors, il s'agit là donc de deux opinions. Hein. Je crois, moi, que, en fait, hein, la seule chose que l'on puisse dire, si vous voulez, c'est que le Grand Cantonnement, eh bien, c'est un des événements fondamentaux de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Il fait partie, selon l'expression du professeur Sossol, de notre héritage. Hein. C'est un héritage qu'il faut assumer. Hein. Le pays s'est aussi édifié donc à partir de cela. Hein. Je pensais qu'il était souhaitable de l'évoquer, hein. Lapsus, de l'évoquer hein, et de ne pas l'éviter, hein. Donc, surtout, hein, parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je crois aussi que finalement, la plupart des gens dans ce pays ne savent pas hein, un petit peu comment celui-ci s'est déroulé, hein, s'est organisé. J'ai parfois eu des échos assez fantaisistes, en fait, hein, sur la façon dont ce grand cantonnement s'était déroulé. Alors, j'ai tenu, bien sûr, à rappeler, en fin de conférence, hein, quelles avaient été mes sources essentielles, hein, et non limitatives. Hein. Les archives personnelles du gouverneur Feuillet, donc, grâce au fonds Lénart, qu'a récupéré les archives de Nouvelle-Calédonie, les archives du service des affaires indigènes aussi, que l'on trouve en partie maintenant, hein, qui sont très précieuses. Bruno Corre avait rédigé donc une histoire du service des affaires indigènes qui est très intéressante, hein, qui reste un document fondamental pour comprendre la politique indigène, et puis donc les deux ouvrages que j'ai déjà évoqués, celui de Joël Dauphiné sur l'expoliation foncière, l'héritage d'Alain Sossol, et puis hélas ma thèse, hein, qui mériterait d'ailleurs dans un délai proche une publication sous forme d'un ouvrage grand public quand j'en aurai le temps. C'est fini. Voilà, merci beaucoup Christiane pour cet exposé très complet et clair, et en plus on avait le bénéfice de l'appui des visuels. Peut-être malgré tout vous avez des questions à poser, des témoignages, des interventions. Dans ce cas, n'hésitez pas. Parallèlement à ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie, à quelle époque les Anglais renoncent à la colonisation pénale en Australie ? La dernière
le dernier lieu de colonisation pénale en Australie, qui est fermé, hein, c'est celui de l'Australie occidentale, à Perth, et c'est en 1840. Hein. Mais auparavant, en fait, ils avaient commencé progressivement à fermer leurs différents lieux. Hein. D'abord Sydney, puis ensuite Melbourne, puis ensuite la Tasmanie. Bonsoir Christiane et merci. J'avais jamais jusqu'à ce soir fait le lien entre Nicolas Ratzel et le théoricien de l'espace vital. Si c'est bien du même dont il s'agit, est-ce qu'on sait s'il a pris une part importante à la rédaction de l'arrêté de 1897? Il aurait, je ne sais pas, conseillé le gouverneur Fayet, ou il s'est simplement contenté de l'appliquer en Nouvelle-Calédonie et d'en tirer ses conclusions et de les théoriser ensuite? Alors, j'ai toujours le sentiment qu'il faut que je prenne pour répondre. Alors, il ne faut pas confondre, si vous voulez, donc Nicolas Ratzel, qui a été donc géomètre en Nouvelle-Calédonie. Hein, donc, je vais d'abord, répondre le concernant. Hein. En fait, ce Nicolas Ratzel n'a pas participé à la rédaction de l'arrêté du Grand Cantonnement, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, l'arrêté de 1897, parce que il ne commence à vraiment exercer ses fonctions que donc en 1898-1899. Et il est tout jeune géomètre à ce moment-là. Alors, il ne faut pas le confondre avec l'autre, hein, si vous voulez, qui est le théoricien de l'espace que vous évoquiez. Hein. Il s'agit de deux personnes complètement différentes. Je ne sais même pas si le géomètre calédonien connaissait ou avait entendu parler, si vous voulez, de la théorie de l'espace vital. À mon avis, non. Hein. Donc, je ne pense pas. Hein. Mais les mémoires de Ratzel, publiées aux archives de Nouvelle-Calédonie, sont passionnants. C'est vraiment un document historique remarquable. Monsieur Leleu, oui, vous disiez ? Oui, il nécessiterait d'être publié, si vous voulez, pour le grand public. En fait, peut-être pas dans leur version intégrale, parce que c'est assez volumineux, mais en tout cas, pour les parties les plus intéressantes, les plus passionnantes, hein, c'est super, c'est super. C'est même incroyable, si vous voulez, que parfois le passé nous offre de semblables surprises. Hein. C'est tellement riche d'enseignements. La Société d'études historiques dont je fais partie va les publier prochainement. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a eu une politique de cantonnement également dans les autres colonies françaises ou un équivalent? Alors, en fait, pas de façon systématique, hein, mais peut-être aussi systématique, si vous voulez, qu'en Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est-à-dire, en fait, concernant la totalité de l'espace. En fait, la Nouvelle-Calédonie est donc le seul espace où celle-ci était aussi systématique. Mais, bien sûr, une politique, si vous voulez, de récupération des terres sur les indigènes avait été pratiquée en Algérie. Ça, c'est absolument évident. Hein. La mitidja, enfin, ça, c'est quand même très connu. Elle avait été pratiquée aussi, bien sûr, en Indochine pour les plantations d'EVA. Donc, partout, à Madagascar, hein, partout, si vous voulez. Hein, et c'est pas une spécialité française. Hein, donc, dans toutes les colonies, vous avez eu, en ce qui concerne souvent les terres agricoles qui étaient les plus susceptibles de porter donc des spéculations agricoles, comme le caoutchouc, le café, etc. Hein. Il y a eu donc des dépossessions qui ont pris des formes plus ou moins variées, mais qui se sont rarement qui ont rarement concerné comme ça la totalité systématique d'un espace. Hein. Ça, c'est lié aussi à cette vocation auquel croyait fermement Feuillet, qui était celle de faire de cette île la France australe, hein, en fait, et d'accueillir ces fameux 100 000 colons. Mais 100 000 colons, c'était considérable. Hein. Donc, il fallait, si vous voulez, déterminer des espaces, des périmètres importants pour accueillir ces colons. Allô ? Oui. Je voulais demander sur quelle idéologie ou bien sur quelle théorie reposait le fait que presque tout le monde ait fait cette spoliation sans scrupule de conscience. Sur l'idéologie de l'époque. Hein, sur l'idéologie de l'époque, hein, qui considérait... Enfin,
il y a peut-être deux aspects dont il faut tenir compte. On partait déjà souvent de l'idée, si vous voulez, qu'on considérait que les Mélanésiens, dans la population déclinée, avaient trop de terres, qu'ils n'en tiraient pas tout le profit nécessaire. Ensuite, dans l'ensemble, on considérait que, si vous voulez, une présence européenne forte en Nouvelle-Calédonie, comment dire, ne pouvait être considérée que comme une source de progrès. Donc, je veux dire, ça correspond tout à fait à ce qu'on appelle l'idéologie coloniale, où on considérait... Feuillet, d'ailleurs, s'est souvent défendu en disant que, grâce aux réserves, finalement, on avait protégé la population kanak. D'ailleurs, sans entrer dans une polémique qui serait peut-être malvenue, si vous voulez, certes, à propos des réserves, on peut parler de spoliation, mais je vous invite quand même à faire la comparaison avec l'Australie, où il n'y a pas eu au départ d'établissement, de dispositions législatives, de dispositions légales, pour délimiter précisément les terres indigènes, et on sait quelles ont été les incidences en Australie. Et donc, c'est une question délicate. Est-ce que les réserves... En fait, je pense que la réponse, elle se situe certainement entre les deux. C'est-à-dire que les réserves, d'une part, vous savez que les réserves sont considérées comme inaliénables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être cédées, vendues, etc. Donc c'est vrai qu'elles ont garanti quand même aux tribus kanak des terres, mais dans une proportion, je l'ai dit, donc 7% de la superficie de la Grande Terre, qui dans un premier temps était quand même assez limitée. Maintenant, on ne fait pas l'histoire avec des si, selon une formule consacrée, mais qu'en aurait-il été, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu toutes ces dispositions légales. J'ai évoqué l'Australie, on peut aussi quand même évoquer un autre cas, qui est celui soit de la Nouvelle-Zélande ou celui d'Hawaï. À Hawaï, à quoi a-t-on assisté ? À Hawaï, on a assisté au fait aussi que beaucoup d'Hawaïens ont vendu eux-mêmes pour, des raisons purement monétaires. Ils ont vendu donc une grande partie de leurs terres. En Nouvelle-Zélande, on a eu les deux types, c'est-à-dire qu'on a eu, si vous voulez, des spoliations soit d'origine militaire ou résultant des guerres maoris ou des spoliations organisées par le gouvernement anglais de l'époque. Mais pour revenir à Hawaï, la conséquence de cela, c'est que finalement, les Hawaïens se sont retrouvés avec une portion congrue de leur territoire. Donc, ça n'a pas eu les mêmes effets qu'en Australie, mais l'absence de dispositions légales ne s'est pas non plus toujours révélée favorable. Enfin, si on prend des exemples du Pacifique, ce n'est pas toujours révélé favorable pour les populations autochtones. Ça, c'est absolument évident. Oui, bonsoir Christiane. Bonsoir. Vous avez tout à l'heure dit très pudiquement qu'une fois que les zones avaient été délimitées, les zones de réserve et les zones destinées aux colons feuillés, les populations étaient invitées à se déplacer donc de la zone de départ, d'habitat initial, vers les zones de réserve. Donc je suppose que ce transfert ne s'est pas forcément toujours fait avec l'assentiment immédiat des populations. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques détails sur cette invitation, disons ? En fait, justement, le paradoxe, à part l'épisode dit de la guerre des Poy, qui est quand même assez complexe, sur lequel, d'ailleurs, que j'ai bien étudié dans ma thèse, à la suite d'autres personnes, le paradoxe, malgré tout, c'est que les populations kanak ont obtempéré. Et elles ont obtempéré certainement la rage au cœur, mais elles l'ont fait. Et si elles l'ont fait, c'est que le souvenir de la révolte de 1878 n'était pas éloigné, et qu'elles considéraient, si vous voulez, qu'elles n'avaient pas d'autres possibilités. Donc, il ne semble pas, si vous voulez, qu'il y ait eu de gestes désespérés, etc. Et que même dans de nombreux cas, en fait, les populations sont d'elles-mêmes allées, si vous voulez, rejoindre donc les réserves où elles souhaitaient s'installer. Alors ça peut paraître paradoxal, mais ça semble avoir été le cas le plus fréquent. Le seul endroit, justement, et d'ailleurs c'est assez intéressant à noter puisque il y aura donc plus tard, ce sera le lieu de la révolte de 1917,
Le seul endroit où ça s'est passé assez difficilement, justement, c'est donc dans le nord-est, dans la région de Touo, avec le grand chef Haman, le grand chef Haman qui, lui, ne semble-t-il, n'a pas laissé se faire les choses aussi aisément. Mais pour le reste, je répète, assez paradoxalement, les populations étaient résignées. Mais elles étaient résignées provisoirement, puisque toujours, quand on voit un petit peu les régions insurgées en 1917, on se rend compte qu'il n'y a pas que les POI, en fait, qu'il y a, si vous voulez, tout un quadrilatère, en fait, qui avait été concerné par le cantonnement. Donc il s'agissait d'une résignation temporaire liée à une analyse donc de l'état des forces qui n'était pas favorable, bien sûr, au Kanak. Maintenant, il faut ajouter aussi un autre élément. On m'entend pas ? Pardon, excusez-moi. Il faut ajouter aussi un autre élément qui, semble-t-il, donc avait une vertu persuasive. C'est aussi la menace que l'on faisait peser sur les chefs si ceux-ci n'acceptaient pas de s'exécuter. Et cette menace, c'était donc la déportation, l'exil. Donc l'exil dans d'autres lieux, aux loyautés, etc. Et on observe quand même, justement, si vous voulez, qu'un certain nombre de chefs ont comme ça été donc déportés pour des durées plus ou moins longues, donc dans d'autres lieux que leur tribu d'origine. Et quand on sait l'attachement du monde kanak, si vous voulez, à son terroir traditionnel, il semble que ça explique aussi, certainement, donc ces départs. Donc, il semble-t-il, je pense quand même avoir parcouru, si vous voulez, de façon assez exhaustive les archives, et ceux qui sont les meilleurs témoins pour ça, parce que pas liés, si vous voulez, donc à l'administration, qui peut avoir tendance un peu à arranger les choses, ce sont les archives des pères missionnaires. Puisque certains, notamment, par exemple, c'est le cas, dans la région de Poigny-Mier, les pères missionnaires s'étaient émus finalement des mesures qui avaient été intimidées à leurs ouailles. Et donc, ils sont quand même des témoins. Alors, ils critiquent, ils critiquent aussi notamment les indemnités et autres. Mais je pense avoir parcouru quand même l'essentiel du courrier donc des archives de l'archevêché qui est microfilmé maintenant, concernant les pères missionnaires. Donc, en fait, le principal pôle d'opposition, ça a été justement la région des POI. Ça a été la région des POI, en fait, principalement. Où là, on a eu un début d'insurrection, et où là, il a fallu vraiment envoyer l'armée pour ramener les POI à l'obéissance, selon terminologie de l'époque. Oui, bonsoir Christiane. Bonsoir Jérémy. Moi, je pense que ce qu'il faudrait... la réalité, c'est que l'indigénat qui avait été mis en place en 1887 par le gouverneur Noué comportait à l'origine 3 volets. 3 volets, dont un seul a été mis en application immédiatement en 1887 par Noué. Noué qui venait de Cochinchine, qui était un spécialiste des affaires indigènes. C'est d'ailleurs le modèle indigénat appliqué en Calédonie, c'est celui de Cochinchine. Ce volet répressif qui prévoyait notamment dans toutes ces interdictions aux Kanaks, le fait de désobéir à une autorité administrative, une peine d'emprisonnement ou d'exil. Ce que je voudrais que tu nous dises, c'est que si cette idée d'indigénat qui prévoyait déjà, bien avant Feuillet, l'impôt de capitation, tout ça, c'est des idées qui avaient été émises quand on a mis en route l'indigénat. Tout de suite, oui. Voilà. Seul le côté répressif a été mis en place, parce que pourquoi les gouverneurs de l'époque n'avaient pas eu les moyens, je dirais matériels et financiers surtout, et surtout n'avaient pas eu la durée de temps. Ce sont tous des gouverneurs qui ont duré 2 ans, un peu plus. Feuillet, ce qu'on constate, c'est qu'il lui, il reste déjà 8 ans. Donc il a le temps pour appliquer sa politique.
Et surtout, il semblerait qu'il ait eu plus de moyens financiers. Alors, ce que je voudrais que tu nous dises, c'est est-ce qu'au travers de tes recherches, tu as vu pourquoi Feuillé a plus les moyens, notamment pour payer les indemnités, pour accueillir les colons, tout ça, il fallait tout un train de mesures, notamment financières, pour vouloir cette politique. Et surtout, pour appliquer cette politique d'indigénat voulue depuis 1887 par le gouverneur Noué. Oui, donc sur la question des moyens financiers, donc en fait, je dirais que la politique financière de Feuillé, parce que comme l'indique Géry, la création notamment des lotissements de colonisation, même s'ils étaient dans l'ensemble très sommaires, nécessitait quand même quelques infrastructures. Donc comment, si vous voulez, payer ces infrastructures, ça a été justement le gros problème de Feuillé, ça. Alors, en fait, il a mené, je dirais, il a trouvé deux sources de financement. En fait, le premier financement, c'est qu'il a, d'une certaine façon, changé l'orientation des investissements en Nouvelle-Calédonie, tel que ceci avait été pratiqué jusque-là. Jusque-là, en fait, donc, le Conseil général était dominé, si vous voulez, par les grands intérêts de la colonie, qui avaient une implantation principalement nouméenne. Donc Feuillé a aussi mené une quantité de batailles politiques. Il a même, retaillé les circonscriptions électorales. Il a cassé le Conseil général. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, si vous voulez, de la lutte politique qu'il a conduit. Parce qu'au début, justement, il a un Conseil général qui est hostile et qui ne veut pas consentir les efforts financiers qu'il leur demande pour équiper les centres de colonisation. Donc il va devoir livrer une bataille politique très ferme pour associer au pouvoir politique justement ces nouveaux colons qui arrivent. Et ça, il arrive donc à le faire assez bien à partir de 1899. Mais ce n'est pas suffisant, parce que les moyens de la colonie ne sont pas très, très importants. Et à côté de ça, justement, et c'est là-dessus qu'il va être condamné par la fameuse mission d'inspection Méré, il va recourir à une quantité d'expédients. Et notamment, si vous voulez, en termes de comptabilité publique, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais faire, il va aller puiser dans des comptes qui n'étaient pas faits pour ça. Et notamment, donc, il va puiser dans... excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Il va puiser dans les fonds des engagés. Et c'est-à-dire que les engagés, notamment asiatiques, etc., on ne leur remettait pas la totalité, si vous voulez, de la somme qu'ils percevaient, parce que on estimait que parfois certains avaient tendance à consommer tout cela pendant leur séjour et qu'ils n'avaient plus rien pour repartir. Donc il y avait là une sorte de caisse de réserve, avec donc les fonds réservés, et Feuillé n'a pas hésité, si vous voulez, à puiser finalement dans ce fonds. Et ainsi, il a multiplié, si vous voulez, un certain nombre de comptes spéciaux, non pas pour s'enrichir lui, alors là, certainement pas, mais pour essayer toujours de financer son œuvre de colonisation. Et ça lui est d'autant plus difficile qu'en 1900, la France vote une loi, dite loi de finances, et cette loi prévoit que désormais, donc, il ne sera plus accordé de subventions, ou alors qu'on diminuera les subventions aux colonies, dans la perspective que les colonies doivent, si vous voulez, s'auto-alimenter. Donc en fait, il est en plus dans un contexte, à partir de 1900, où il voit les subventions de l'État, puisqu'elles existaient, les subventions de l'État diminuer. Et c'est tout ça d'ailleurs qu'il a usé, parce que, si vous voulez, donc lui qui est vraiment attaché, qui a fait complètement sienne l'idée, si vous voulez, de cette France australe, il se bat en permanence, il se bat avec ceux qui ne le comprennent pas, il se bat donc au niveau politique, il se bat et il va même jusqu'à utiliser des expédients financiers, si vous voulez, notamment aussi pour financer son petit train, enfin le train, parce que il constate, si vous voulez, qu'une partie de la colonisation est condamnée à cause de son isolement, de son enclavement. C'est la raison pour laquelle il est attaché à l'idée de ce chemin de fer.
Il va défendre le dossier à Paris, il va essayer d'obtenir une subvention, il ne l'obtiendra pas, il n'obtiendra qu'un emprunt que la colonie va difficilement rembourser. Hein. Donc en fait, il se heurte aussi à un contexte financier très très difficile. Et dans le cadre de ce contexte financier, il est clair que la capitation, si vous voulez, hein, va permettre donc d'améliorer un petit peu les finances. La seule chose, c'est que la capitation, elle n'est perçue, si vous voulez, enfin, il avait un peu anticipé les choses, là aussi il n'aurait pas dû. Donc, il avait un petit peu anticipé les choses. Donc, en 1899, il fait commencer la perception de la capitation. Mais la capitation, elle ne commence à entrer dans le budget de la colonie qu'en 1900. Hein. Et en 1900, donc lui-même a compris, si vous voulez, que son espoir de faire venir 100 000 colons était lettre morte, en fait. Hein, puisque lui-même dit... à partir de 1900, en fait, c'est un autre type de colonisation, un autre type. Il parle de colonisation industrielle, il faut attirer des gens qui vont venir travailler dans les mines, qui vont constituer les cadres des mines. Donc voilà pour répondre un petit peu donc, aux aspects financiers, en fait, hein, qui sont quand même assez complexes. Et c'est ce que lui reproche aussi. Hein, donc, si vous voulez, cette utilisation pour la brousse, d'ailleurs, ça va avoir des conséquences politiques, excusez-moi d'être un peu longue sur cette réponse, ça va avoir des conséquences politiques importantes, hein, puisque après Feuillé, on va avoir au sein du Conseil général, puisque le Conseil général n'est élu que par les seuls citoyens, et les Kanaks sont sujets, donc ils ne sont pas électeurs, et on va avoir désormais un clivage, au clivage cléricaux-anticléricaux, qui existait à l'époque de Feuillé, on va voir apparaître un nouveau clivage qui va caractériser toute la vie politique calédonienne de l'entre-deux-guerres, c'est le clivage grand colon, petit colon. Et les petits colons, hein, une grande majorité d'entre eux, au départ, qui siègent au Conseil général, je pense à Henri David de Canala, ce sont justement des colons feuillés, en fait. Hein. Et donc, l'enjeu derrière, si vous voulez, cette opposition grand colon, petit colon, c'est aussi, hein, quelle priorité, Nouméa ou la brousse, en fait. Hein. C'est la priorité. Enfin, le débat, en fait, il se situe autour de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Géry. Une dernière question, peut-être ? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si les Kanaks pouvaient circuler librement sur le territoire ou s'ils étaient véritablement cantonnés dans leurs réserves. En fait, ils étaient justement cantonnés dans leurs réserves. Hein. Ça, c'est une des dispositions justement du régime de l'indigénat. Hein. Une des dispositions principales du régime de l'indigénat, c'est la non-liberté de circulation. C'est-à-dire que donc un indigène qui devait sortir, si vous voulez, de la réserve, hein, ne pouvait sortir que s'il avait l'autorisation du gendarme, hein, et il ne pouvait sortir que notamment s'il était par exemple engagé. Hein. Alors engagé, soit engagé sur une durée longue, hein, ou engagé aussi de façon brève, notamment au moment de la récolte du café chez les colons, etc. Hein. Et peut-être que d'ailleurs la disposition principale, hein, je veux dire, le régime de l'indigénat nécessiterait une présentation. La disposition principale, en fait, c'est surtout l'entrave à la liberté de circulation. Hein, et c'est ce que les gens ont ressenti comme une libération après la Seconde Guerre mondiale. Hein, ça a été de pouvoir à nouveau circuler librement, en fait. Hein. Je dirais même avant même l'émancipation politique, en fait. Hein, c'est surtout la liberté de circulation, hein, que les gens ont appréciée après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, merci. Je suis désolée de couper un petit peu court à cet échange. Mais Christiane est encore là, vous pouvez lui poser des questions. Mais je tenais à la remercier. Merci Christiane. On sent bien la passion pour cette histoire qui est très importante. Et merci pour l'exposé et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous tous et puis à la prochaine conférence. Bonsoir.